Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Miralles, le président du groupe Émile Frey France. Il donne une nouvelle vie aux véhicules d'occasion avec son deuxième centre de rénovation et de reconditionnement industriel qui vient d'ouvrir à Lens. Notre débat il sera consacré à la Convention des entreprises pour le climat, dont la dernière session vient de se terminer à Lyon avec ce thème: comment embarquer l'équipage, les collaborateurs et toutes les parties prenantes. Et puis la bonne idée du jour, elle est signée des Minettes en Goguette. C'est une start-up qui propose des vêtements élégants et féminins aux femmes victimes de cancer du sein. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Hervé Miralles, bienvenue. Vous êtes donc le président du groupe Émile Frey France, grand groupe de distribution automobile. Quelques chiffres: 266 points de vente, 29 marques partenaires, un chiffre d'affaires 2021 de 5 milliards 300 millions d'euros, plus de 249 000 véhicules neufs et occasions vendus dans cette année 2021. C'est quoi l'amplitude, on va dire, le périmètre du groupe ? Alors avant tout, le groupe Émile Frey, c'est un groupe de distribution, donc nous sommes propriétaires de effectivement 230 concessions en France, et on représente les différents constructeurs donc par des contrats de concessionnaires, et ce à peu près sur toute la France. Donc nous sommes concessionnaires par exemple à Poitiers, à Niort, Angoulême, Aix-en-Provence, pour différentes marques. Donc notre activité est une activité assez classique de distribution automobile telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis il y a cette marque commerciale, c'est Autosphère, c'est ça ? C'est ça. Créé en 2007. Alors là, on est quoi ? On est dans la vente de véhicules sur Internet. C'est quoi le principe ? Alors, le principe de la marque commerciale, c'est de pouvoir offrir aux clients un parcours digital complet. Ouais. Aujourd'hui, les clients des concessions peuvent venir directement, donc en physique, peuvent venir par Internet en se renseignant sur le site d'une marque et ils vont trouver nos concessions, ou bien se retrouver sur un parcours aussi digital sur autosphère.fr. Ouais. Et le plus important pour nous, c'est que le client n'ait pas de rupture dans son parcours client, dans un parcours digital. Ouais. Donc lorsqu'il vient d'autosphère.fr, il reconnaît aussi la marque commerciale qui est affichée sur nos concessions, et ça lui permet de se retrouver dans l'univers automobile, de faire son choix, d'acheter ses véhicules ou des services après-vente. Ouais. Et donc vous avez créé avec BC Auto Enchères ce centre de rénovation des véhicules d'occasion, CRVO. La nouveauté, c'est quoi ? C'est le caractère industriel de la démarche ? Alors la nouveauté, elle est multiple. D'abord, effectivement, c'est la démarche industrielle, mais c'est avant tout une longue histoire qu'on a avec BC Auto Enchères, puisqu'on travaille avec eux depuis à peu près 7 ans sur tout notre écosystème véhicules d'occasion. Ouais. Et en fait, les CRVO, ces centres de rénovation, c'est l'aboutissement de tout ça, puisque quand vous venez acheter une voiture, on reprend votre ancienne voiture, et là, elle a 2 destinations possibles. Soit une destination qu'on appelle à marchand, et la voiture part chez des marchands VO, ou alors on garde cette voiture pour la reconditionner et la vendre à client final. Donc BC Auto Enchères, on travaille avec eux sur toutes ces reprises, et à la fin, on s'est dit, mais puisqu'ils passent déjà tous les jours dans nos concessions et ils récupèrent des voitures, qu'on va revendre ces voitures et qu'on a besoin de les réparer, de les remettre en état, autant faire un centre de rénovation VO. Et là, la conjonction des 2 entreprises, comme on est quand même des 2 gros players, on a monté un outil, on s'est dit qu'il fallait faire des usines et donc industrialiser le process. BC Auto Enchères, c'est plutôt du B2B, c'est ça ? C'est des flottes de véhicules d'entreprise. En fait, ils reprennent des véhicules VO, des véhicules d'occasion, qu'ils revendent à des marchands aux enchères. Ah, c'est un spécialiste des ventes aux enchères, mais ils ont tout un écosystème autour du VO, la valorisation, la reprise, la logistique, et donc c'est l'écosystème qu'on a monté avec eux. Alors donc, il y avait eu un premier centre de rénovation à Châtellerault, votre deuxième centre vient d'ouvrir à Lens. À combien d'emplois de créés, tiens, pour commencer ? Alors, Lens, pour être précis, j'y étais il y a 2 jours. On a créé à l'ouverture 142 emplois. Et on va monter à peu près à 250, 260 quand on aura monté la 3e équipe. Et on est 110, 120 à Châtellerault. Et donc, c'est quelle capacité de reconditionnement ? Parce qu'on parle d'industrialisation du processus. Donc, en fait, à Châtellerault, on va reconditionner 30 000, 35 000 véhicules d'occasion par an, et à Lens, 45 000. Donc ça fait quand même de gros volumes. Alors ce sont à la fois nos volumes, mais aussi les volumes des clients de BCA, puisqu'il y a pas mal d'acteurs qui cherchent à rénover des véhicules d'occasion et profitent de ces outils industriels pour bosser avec nous.
Alors, avec une démarche, et on va prendre le temps de la détailler, démarche environnementale dans ce centre de rénovation de Lens. Déjà, moins de produits chimiques. C'était quoi l'objectif et comment vous le tenez, quoi? Alors, l'objectif, en fait, c'est qu'on a industriellement découpé le process. Ouais. Et je vais vous prendre 2-3 exemples assez simples. Quand vous faites de la carrosserie, vous avez du mastic, vous mastiquez la carrosserie. Ouais. En gros, vous avez 45% de déchets à 50% de déchets parce que le pot reste ouvert, etc. On a mis des distributeurs automatiques de mastic. La peinture, on a une machine qui fabrique la peinture au gramme près. Alors d'abord, la peinture, c'est très cher et c'est très polluant. Ouais. Et donc, vous prenez la couleur de la voiture avec un appareil, ça vous donne la teinte exacte, vous dites c'est pour une portière et ça vous donne la peinture au gramme près. Après, pour réduire la consommation de peinture, on utilise une peinture à l'azote pour propulser la peinture. Donc on économise à peu près 20% de peinture sur une opération. Donc au global, sur la consommation de peinture, c'est plus de 50% d'économisé. Donc 50% de pollution en moins, par exemple, sur la peinture. Ouais. Est-ce que ce sont des technologies qui existaient par exemple, quand vous créez le centre à Châtellerault, vous êtes déjà dans cette démarche, ou est-ce que finalement ça progresse au fur et à mesure? Alors ça progresse au fur et à mesure, on le voit entre Châtellerault et Lens, on a de nouvelles machines. Sur Châtellerault, en fait, on a aussi été épaulé par nos fournisseurs qui ont été intéressés par la démarche et qui nous ont parfois fourni des machines en avance de phase. Donc on les a testés, et améliorés avec eux, et au fur et à mesure, on améliore ce process. Ouais. Alors il y a aussi les objectifs sur la consommation d'énergie, donc être moins énergivore. Ouais. On parle d'industrie, je le rappelle. Là encore, quels objectifs, quelles actions pour y parvenir? Deux réponses. À Ingrandes, on a couvert, donc à Châtellerault, tout le parc est couvert de panneaux photovoltaïques, donc de grandes ombrières. Donc, alors là, on a fait le choix de revendre l'électricité, pas faire l'autoconsommation, mais ça compense. Ça a été ne pas installer de cabines de peinture, mais utiliser des robots sécheurs qui utilisent beaucoup moins de gaz que les cabines classiques. C'est du recyclage d'eau pour les lavages, par exemple, des véhicules, où on a une mini-station d'épuration qui nous permet de recycler à peu près 80% des eaux de lavage et donc de les réutiliser. Donc en fait, on essaye d'être vertueux sur tous les domaines lorsque c'est possible. Je reviens sur ces panneaux photovoltaïques. Donc c'est quoi? C'est sur les parkings en fait? En fait, vous avez 8 hectares. Ouais. Et 8 hectares et vous avez d'énormes panneaux photovoltaïques. Et on gare les voitures en dessous tout simplement. Ouais. Donc ce qui nous permet, de produire de l'électricité, de se protéger un peu contre la grêle, par exemple, parce que ça coûte cher en assurance. Donc c'est plutôt une démarche assez vertueuse. Et sur l'eau, vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais revenir un peu en détail. Là aussi, recycler les eaux de lavage. Ouais. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Quand on crée une nouvelle usine, qu'est-ce que ça suppose, quoi? L'idée est belle, la mise en œuvre est compliquée. C'est souvent comme ça. En fait, on les récupère et ça se dérègle très vite. Donc après, on a des problèmes avec les machines, mais on apprend simplement à les régler. Et voilà, c'est un apprentissage. On n'était pas habitué à ça. On apprend à le faire. Donc c'est un peu de réglage sur tous les domaines. Ouais. Ouais. En fait, c'est une démarche que vous aviez quand vous créez ce centre de rénovation des véhicules d'occasion avec BC Auto en enchère. Vous dites, OK, on crée une industrie, on industrialise un processus, il faut qu'on soit le plus sobre possible. Comment vous êtes situé? La démarche RSE, en fait, elle est au cœur de la stratégie de nos deux groupes. Alors, nous travaillons dans l'automobile. En ce moment, on peut dire, ça n'a pas très bonne presse, c'est pas vu comme étant très vertueux, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir une démarche RSE. Typiquement, vous avez des flottes de camions qui tournent tous les jours et qui vont dans nos concessions récupérer les véhicules d'occasion. On a demandé à notre transporteur, qui est partenaire avec nous, d'utiliser du carburant XTL. C'est un diesel qui est fabriqué à partir d'huile usagée, d'huile de friture usagée. Okay. Et donc, on économise par ça 90% des émissions de CO2 sur tous les camions qui circulent sur le premier CRVO. La cuve est en cours d'installation. Donc, en fait, cette démarche, elle est aussi naturelle. Quand on dit qu'on veut recycler des véhicules d'occasion, avant, on raisonnait sur une vie. Ouais. Si on veut raisonner sur 2 vies, 3 vies, il faut que la chaîne soit vertueuse. Parce qu'on va renouveler des véhicules qui sont plus polluants que les véhicules qu'on peut vendre aujourd'hui, les véhicules électriques. Ouais. Mais je pense qu'il faut s'intéresser à toute la chaîne pour assurer la mobilité de nos clients, le temps que la transition écologique puisse se faire et que l'électrification du parc de véhicules d'occasion devienne une réalité, ce qui va prendre quand même quelques années. Donc en attendant, il ne faut pas se dire... on n'a rien à faire. Ouais. C'est quand même un défi assez unique dans la concentration du temps, dans la temporalité, le défi que l'industrie automobile doit relever aujourd'hui.
Il n'y a pas beaucoup d'équivalents, quoi. Non, moi j'en connais pas. Dans l'industrie des mutations aussi rapides, il y en a assez peu, et en plus ça se conjugue avec toutes les crises qu'on connaît, semi-conducteurs, crise en Ukraine, etc. Et là on entendait ce matin aux informations encore, problème de ressources en matières premières pour produire les batteries. Donc tout se conjugue pour compliquer les choses. Après la vraie question c'est de savoir est-ce qu'on est dans une décision réellement pesée par rapport aux enjeux écologiques ou uniquement dans une décision politique. Ça, c'est la vraie question. Sur le choix de l'électrification. Oui, sur le choix de l'électrification et surtout sur le rythme. En fait, tourner toute une industrie aussi rapidement. Alors oui, on va vendre des véhicules neufs beaucoup plus électrifiés. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les véhicules neufs sont plus chers, qu'on a un besoin de mobilité qui est assuré par des véhicules d'occasion qui sont in fine un peu plus polluants. Donc, comment fait-on pour résoudre l'équation ? Et on en revient à ce que vous nous disiez, prolonger le plus possible la vie et l'utilisation, le cycle des produits. Merci beaucoup Hervé Miralles d'être venu nous présenter ce centre de rénovation des véhicules d'occasion. On passe tout de suite à notre débat, la Convention des entreprises pour le climat. La 5e session de la Convention des entreprises pour le climat vient de se tenir à Lyon du 20 au 22 mai dernier. Le thème, c'était embarquer l'équipage. On débriefe tout de suite avec Caroline Van Renterghem. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Vous êtes directrice développement durable et affaires publiques chez 15. À vos côtés, David Godest. Bonjour. Le président de Dolmen. 15, vous nous rappelez ce que c'est ? On commence par une petite présentation rapide de vos entreprises. Mobilité durable, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on déploie des réseaux de vélos augmentés. Plus simplement, ce sont des services de vélo publics partagés, donc des services de vélo à destination des collectivités. Donc, vous connaissez ceux de Paris, mais on développe aussi ceux de Lima, Moscou, Helsinki, plein de villes partout dans le monde, y compris des villes moyennes en France, Saint-Brieuc, Épinal. Ouais, donc vous commencez à pas mal s'aimer en France et dans le monde. David Godest, avec Dolmen, vous voulez aider les commerçants de proximité à mieux connaître leurs clients, on peut dire ça comme ça ? C'est exactement ça. En fait, on édite une plateforme de marketing local, éthique et responsable, qui permet donc à nos clients, qui sont des petits, moyens ou grands commerçants français, de mieux connaître leurs consommateurs et donc de mieux communiquer avec eux de façon respectueuse de leurs données personnelles et en même temps de façon responsable, puisque c'est fait en économisant un maximum d'éléments impactants en termes d'empreinte CO2. Oui. Et ça, c'est évidemment majeur. La Convention des entreprises pour le climat. Quelques chiffres, je rappelle le principe, 150 entreprises, 240 dirigeantes et dirigeants, experts, champions du climat et de la biodiversité. Un parcours apprenant, agissant de 12 jours sur 8 mois. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cette Convention des entreprises pour le climat ? Expliquez-moi. Alors, déjà, nous, on fait du vélo partagé. Donc, clairement, on a une solution de la transition. Donc, on a déjà, je dirais, un pas dans ce monde de demain. Parce que le vélo, on ne va pas réexpliquer pourquoi c'est bon pour le climat. Mais au-delà de ça, en plus, c'est l'économie du partage. Donc, aujourd'hui, on produit un vélo qui permet, sur une journée, de déplacer 7 à 8 personnes. Donc, il y a vraiment cette notion déjà on est une solution de la transition. Par ailleurs, on fait partie d'un grand groupe qui est Mobivia et qui est, lui, déjà très engagé dans la transition, qui investit dans les nouvelles mobilités depuis très longtemps. Et on vient de lever des fonds auprès, entre autres, de fonds à impact, 2050 et Alltrade Impact, qui sont, eux, très demandeurs et très... Donc, il y avait vraiment une cohérence par rapport à ce qu'est l'entreprise ou le groupe. Mais qu'est-ce que vous cherchiez aussi dans cette convention ? En fait, l'idée, c'est de dire, notre idée, c'est de faire la mobilité vraiment durable. La mobilité durable, vraiment durable, pardon. Puisque, certes, on fait du vélo, mais on est quand même dans un modèle linéaire. On extrait des matériaux, on les transforme, on les vend. Des fois, on les recycle, pas toujours. Et donc, l'idée, c'est de fermer ce cercle, de faire une économie circulaire. Et donc, pour ça, il faut qu'on change de business model. Il faut qu'on aille au-delà, en fait, de ce business as usual. Et en fait, de dire comment est-ce qu'on va demain, peut-être plus vendre des vélos, mais vendre des kilomètres parcourus et rentrer dans un business model beaucoup plus durable et ce qu'on appelle à la CEC régénératif. Alors, c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui ressort de beaucoup des... on a débriefé toutes les sessions ici, puisqu'on est partenaire de cette Convention des entreprises pour le climat. David Godest, alors il y a le côté partage des bonnes pratiques,
Mais il y a surtout, voilà, on va en profondeur, c'est-à-dire qu'on va dans le modèle économique de beaucoup d'entreprises qui participent. Très exactement. En fait, un des points fondamentaux de la CEC, ça a été, lors de la première session que vous avez déjà débriefée, de prendre cette gifle climatique. La claque climatique, oui. Exactement, qui nous a fait comprendre que même si on pensait savoir, en fait, on ne savait pas grand-chose et qu'il était nécessaire de changer rapidement. Et donc, ce modèle régénératif que tu viens d'évoquer, c'est un modèle qui est extrêmement important à appliquer dans le monde de l'entreprise, puisque c'est vraiment à cette échelle qu'on va pouvoir agir pour transformer les comportements. Ouais. Et alors justement, le thème de cette 5e session, embarquer l'équipage. Donc c'est quoi l'idée? L'équipage, je pense d'abord aux collaborateurs. Et vous avez travaillé sur ce levier-là? Alors tout à fait, pendant 2 jours en fait, avec tout un tas d'autres entreprises et de dirigeants, on s'est posé la question de savoir comment on fait pour embarquer un maximum notre écosystème. Bien entendu, en premier lieu, nos collaborateurs. C'est indispensable de faire en sorte que ce soit une PME comme Dolmen ou un grand groupe, d'embarquer un maximum de personnes pour que la transformation ait vraiment lieu. Mais pas que les collaborateurs. En effet, aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une bascule qui soit globale, qui embarque les partenaires, les toutes les parties prenantes, en fait. L'ensemble des parties prenantes, y compris les actionnaires, et ce qui n'est pas forcément toujours évident, puisqu'on est dans un monde qui est quand même très financiarisé. Et donc, cette bascule, il est indispensable qu'elle soit réalisée avec des dirigeants, mais aussi l'ensemble de leurs équipes qui soient convaincus que c'est une trajectoire qui va être justement positive pour les générations futures. Je pense qu'on se bat tous aujourd'hui, bien entendu, pour l'avenir de nos entreprises à court terme, mais aussi pour l'avenir de nos enfants et de notre petite planète. Ouais. Il y a cette idée de rendre désirable la transformation en interne, Caroline Van Antergem. Avec quel levier? Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 jours de session? En fait, ce qu'on retient, c'est qu'en fait, chaque partie prenante, si on se met à un moment à sa place, tout le monde a des intérêts qui sont divergents. Ouais. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on aligne ces intérêts. En fait, finalement, on va s'adresser à différents niveaux de ces personnes-là. On a parlé de tête, cœur, corps. Ouais. Par exemple, à un actionnaire, on va lui parler de la tête. On va lui dire, il n'y a pas de part de marché dans un monde effondré. Si ton intérêt, c'est un jour de valoriser les parts de l'entreprise que tu détiens, il faut qu'elle change et il faut qu'elle intègre la transition, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, ce modèle économique potentiellement ne sera plus viable, parce que demain, le litre de pétrole, il vaut peut-être pas 2 €, mais 5. Et dans ce cas-là, tous nos modèles potentiellement s'effondrent. Donc comment est-ce que tu te remets en question? Voilà, d'une autre manière, nos collaborateurs, on va plutôt leur parler peut-être de corps, d'action, de mouvement. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et évidemment, on va parler de cœur, et c'est la gifle qu'on a pris quand on parle de tous, de nos enfants, etc. Et donc, en fait, on va utiliser différents leviers pour parler à ces parties prenantes, mais à différents niveaux, et que du coup, tous ensemble, on rende en effet cette transition désirable. Ouais. On parle souvent de partage de bonnes pratiques pendant ces sessions de la Convention des entreprises pour le climat. Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. Est-ce que vous, il y a un témoignage d'un autre chef d'entreprise ou d'une autre chef d'entreprise ou d'une autre cadre dirigeante qui vous a frappé, vous avez dit, oui, il faut que j'applique ça chez moi, ou alors il faut que je le partage le plus possible? Ouais, je retiens une leçon. Donc, le principe de la session, c'était de s'inspirer d'autres entrepreneurs, d'autres participants de la CEC qui avaient un enseignement à nous transmettre. Ouais. Et moi, j'étais avec David Robert de Singa, qui est un incubateur dédié aux nouveaux arrivants, et sa leçon était de dire, en fait, on doit utiliser l'urgence pour travailler dans le long terme. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, appliqué à la crise climatique, c'est vraiment ça, et c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de faire. C'est que face à cette crise climatique, qui finalement va durer, il faut pas qu'on se dise on va trouver une solution dans l'urgence, une solution à l'urgence, mais qu'on va mettre en place un modèle durable de long terme. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé cette leçon-là. Oui, parce qu'en plus, et on le voit, la crise ou les crises peuvent être des accélérateurs de mutation et de transition. Donc c'est un peu la même logique. Et vous, qu'est-ce que vous avez retenu comme expérience, comme bonne pratique, comme témoignage à partager? Alors, en fait, moi, c'est le témoignage de Mathieu, qui est le président d'une entreprise qui s'appelle Arcadie, qui fait des épices bio et qui distribue partout dans les magasins en France bio. Et en fait, ce qu'il a mis en place depuis quelques années dans son entreprise, c'est une façon de partager, de dialoguer et d'embarquer ses équipes qui est extrêmement innovante, puisque
il a mis en place un système qui s'appelle l'holacratie, et qui permet de créer des communautés au sein de son entreprise qui vont elles-mêmes, à travers les rôles qu'elles jouent, être responsables véritablement de cette transformation, de cette trajectoire. Et donc, en fait, il est bien entendu le patron de l'entreprise, mais en même temps, il repose énormément sur la confiance avec ses collaborateurs et il rentre même en résonance avec eux en faisant régulièrement des échanges et pas du tout sur un mode top-down, mais vraiment de partager des réflexions et ensuite de les faire réfléchir entre eux pour avancer et lui donner des réponses et des solutions. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable si on veut embarquer un ensemble de ces parties prenantes dont on parle depuis tout à l'heure pour faire en sorte que l'ensemble avance dans une même direction. Ouais. Je ne sais pas comment vous avez réagi, je pense à ça, cette vidéo très frappante des 8 étudiants d'AgroParisTech qui se présentent comme des déserteurs et qui disent « nous, on ne veut pas de ce business-là, on ne veut pas y aller ». Parce que moi, je me suis dit « ok, très bien, ça rejoint un certain nombre d'engagements de cette génération, mais si on veut détourner un avion, il faut monter à bord, quoi ». Vous voyez ce que je veux dire ? Comment vous avez réagi à cette prise de parole ? Alors, je ne savais pas que vous alliez me poser cette question, mais en fait, je suis un ingénieur AgroParisTech. Ouais. Ah ben, je ne le savais pas. J'étais à leur place il y a 25 ans. Ouais. Ce qu'ils ont fait il y a 2 semaines, j'imagine pas que ça aurait pu se passer il y a 25 ans. Bien sûr. Pour 2 raisons. La première, c'est que tous les étudiants de mon école, de cette école, avaient principalement comme envie de trouver un job. Et notamment dans une grande multinationale, sans se poser trop de questions. Et donc, clairement, c'était inimaginable. Et la deuxième chose, c'est que le regard, justement, des autres était très difficile si on avait des orientations un petit peu différentes. À l'époque, il y avait une chaire qui s'appelait le développement durable. Et c'était un petit peu pour ceux qui avaient vraiment envie de partir sur des voies un peu particulières. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que ça doit nous interpeller. Nous, en tant que dirigeants, moi, 25 ans après, la question que je dois me poser, c'est ces jeunes-là, s'ils décident de faire ce choix-là, pourquoi ils le font et qu'est-ce que ça veut dire pour mon entreprise ? Est-ce que si je veux attirer et continuer justement faire en sorte qu'il y ait des jeunes bien formés qui nous rejoignent pour justement nous transformer de l'intérieur, qu'est-ce qu'on doit faire avec eux ? Et donc, dans ce cadre-là, nous, en l'occurrence, on va mettre en place une CEC Ouest à partir de cette fin d'année qui va embarquer des entreprises de Bretagne et des Pays de Loire pour qu'elles puissent bénéficier de la même démarche qu'on a eue au niveau de la CEC nationale. Et on embarquera des jeunes, on embarquera des écoles pour voir un petit peu comment de l'intérieur elles peuvent nous aider à nous transformer parce que c'est indispensable. Ouais. La dernière session de cette CEC, c'est fin juin. Donc là, on va aboutir à quoi ? Des propositions ? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Alors, c'est même plus que des propositions, c'est ce qu'on a appelé des feuilles de route. Ouais. C'est-à-dire vraiment, en fait, 150, les 150 entreprises participantes vont détailler à la fois ce qu'eux vont mettre en place et en effet aussi des propositions pour comment est-ce que, en fait, c'est ce que nous, on va s'appliquer à nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut, en fait, l'appliquer à l'ensemble des entreprises, puisque la promesse de la CEC, c'est vraiment ça, c'est aligner l'entreprise avec les limites planétaires. Et donc, c'est tout un tas de propositions politiques pour qu'on puisse parvenir à ça. L'idée, c'est que la transition, elle soit plus désirable que le business as usual. Merci beaucoup à tous les deux. Merci d'être venus présenter cette 5e session de la Convention des entreprises pour le climat. On passe à Smart Ideas. Smart Ideas tout de suite avec Véronique Gonzalez, bonjour. Vous êtes la fondatrice des Minettes en goguette. Joli nom, c'est quoi les Minettes en goguette ? Bonjour. Alors les Minettes en goguette, c'est une marque de vêtements post-cancer du sein, éco-responsable, parce que j'ai moi-même eu un cancer du sein en 2016, avec ablation du sein et tout un tas de traitements. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires. Et les Minettes sont nées suite à 2 déclics. Alors le premier, c'était avec mon fils, parce que même s'il avait suivi tout le parcours, à un moment, on était à la maison, j'avais un t-shirt ample, je me suis penchée en avant, et il a vu, il y a une différence entre savoir et voir. Là, j'ai vraiment pris conscience. Et suite à ça, en fait, j'ai cherché des vêtements adaptés à cette problématique-là. Donc j'ai trouvé un t-shirt, mais qui était très bien pour être à la maison. Mais pour reprendre une vie sociale, le travail, etc., j'ai pas trouvé. Donc, je me suis mise à la couture, j'ai bricolé. Et quand je suis allée faire mon check avec la médecin, elle m'a vu me déshabiller, elle me dit « Mais c'est génial, votre vêtement, vous l'avez trouvé où ?»
Donc je lui explique que c'est moi qui l'ai fabriqué. Et là, elle vous dit, toutes les femmes que je vois ont les mêmes soucis, les mêmes effets secondaires, enfin, ou une partie, et cherchent des vêtements, c'est ça? Et ben moi, je n'en avais pas conscience. Et ça a été mon deuxième déclic, parce que je lui dis, bah voilà, moi j'accepte pas, etc. Et elle me dit, bah allez parler avec les femmes qui sont en salle d'attente, vous allez voir. Et là, je me suis rendu compte que c'était un vrai phénomène, en fait, qu'on est toutes... une fois qu'on a passé une étape, en fait, à chercher des solutions, à bricoler dans notre coin. Et pour moi, j'ai trouvé que c'est un vrai phénomène de société qui est pas résolu. Donc, eh ben, on va résoudre le problème. Et donc, vous vous êtes lancé, alors que c'est pas votre métier. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il a fallu apprendre tout ce qui est l'univers du vêtement, de la couture. Ça a été quoi les étapes? Alors en fait, dans la foulée de ce rendez-vous-là, l'entreprise pour laquelle je travaillais m'annonce que mon poste est supprimé. Et donc du coup, j'en ai profité pour suivre une formation en stylisme, où j'ai découvert aussi les tissus. Et là, ça a été un vrai déclic sur les tissus, les matières éco-responsables et les matières qui ont des bénéfices pour la peau. Voilà. Et donc, vous avez sourcé ces matériaux, c'est ça? Oui, j'ai sourcé ces matériaux. Et par exemple, la tunique que je porte, elle est à base d'algues. Et l'algue a des propriétés cicatrisantes, régénérantes pour la peau, et en plus, c'est non polluant pour l'environnement, ce qui est cerise sur le gâteau. Et il y a d'autres matériaux comme ça que vous utilisez pour créer vos vêtements? Oui, alors j'ai découvert la fibre de pin, qui a la faculté de réguler en fait la température corporelle. J'utilise aussi du coton qui est déperlant, parce qu'en fait, entre autres, comme effet secondaire, on a la non-gestion de sa transpiration, par exemple. Donc là, ça permet de rester belle et fraîche et impeccable. Même quand on a des poussées de transpiration. Et le t-shirt qu'on est en train de sortir pour notre campagne, là, il est à base de modal. Et c'est une matière, pareil, qui a un effet... Quand il fait chaud, on reste fraîche. Quand il fait froid, ça nous tient chaud. Donc cette campagne, c'est une campagne de financement participatif. Alors vous l'avez lancée où et avec quel objectif? Alors on l'a lancée sur KissKissBankBank avec un objectif de 8 000 € pour financer notre première production de vêtements. Donc on a un ensemble lingerie, un maillot de bain et un t-shirt qui a une brassière intégrée. Et ces 3 vêtements ont été dessinés en fonction des effets secondaires que moi j'ai vécus. Donc, par exemple, le soutien-gorge se ferme devant, puisque comme effet secondaire, on a très souvent des douleurs articulaires. Donc, pour que ce soit beaucoup plus facile à l'enfilage, en plus, j'ai sourcé de la dentelle qui est non toxique, qui est très jolie, made in Italy. Le maillot de bain, il est fait avec un tissu qui est à base de bouteilles recyclées. Et le t-shirt, il est fait à base de modal. Et donc, il y a jusqu'à quand pour participer à cette aventure? 4 juin, allez-y, soutenez-nous. On a besoin de vous pour nous lancer. Oui, donc il reste quelques jours pour participer à cette campagne de financement pour les minettes en goguette. Merci beaucoup Véronique Gonzalez d'avoir participé à ce numéro de Smart Impact. Bon vent à vos minettes en goguette. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury à la programmation et à la production, assistée de Hugues Sabatier, Kenny Dellenbeck à la réalisation, Héloïse Merlin au son. Merci à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux.